mais qu'est-ce qu'il fait, lui? Et l'attaque de Tadej Pogacar à plus de 50, 80, 100 km de l'arrivée. De nouveau Pierre Rolland, attaque de Pierre Rolland. Attaque de Marlou. Allez, nous casser. Aïe, 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 attention, Philippe, le parapluie. C'est fini. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce vélo podcast, le premier débrief du Tour de France 2025. Ça y est, c'est parti, on va parler un peu de cette étape un peu plus mouvementée que prévu avec mon acolyte de toujours, François-Pierre Noël, qui est avec moi. Salut FP. Salut Guillaume, salut à toutes et à tous. Alors je suis pas tout seul, hein. Oui, alors FP avec ma fille qui est là, Eva. Alors si vous entendez parfois des petits bruits, une petite fille à côté, je sais pas, on dit non, David Gaudu n'est pas là, mais si on parle, je sais pas, de Tadej Pogacar, il y aura peut-être une petite réaction de Eva. Donc ah c'est vrai, peut-être. FP, je le disais, étape plus mouvementée que prévu. Vraiment étape de plat, mais bon, il y a le plat et le vent dans le nord, et le vent a joué des siennes dans cette étape-là. Oui, alors c'est vrai que sur le papier, à part le Mont Cassel, le Mont Noir, etc., les passages de mont qui étaient un peu éloignés, on n'attendait pas grand-chose de cette étape, mais au final, il y a eu beaucoup de cassures. Après, c'est aussi les coureurs qui font la course, on le dit souvent, mais c'est clair avec les tentatives de bordure. Je crois qu'il y a une tentative d'Avisma à un moment donné aussi, de casser un peu tout ce peloton. Ouais, ça a surpris beaucoup de gens, et puis à la fin, avec ces enchaînements de virages, tu as cette cassure aussi qui fait que des favoris sont piégés. Mais au final, en fait, les pronostics, alors c'est aussi ça qui est bizarre, c'est que dans ces bordures, il y a eu beaucoup de sprinters lâchés, mais le favori était présent et il a largement gagné en fait. En fait, tu as raison, et finalement, c'est le favori qui est des trois le meilleur coursier, dans le sens où c'est celui qu'on voit le plus généralement dans les classiques printanières où il y a besoin d'avoir le sens du placement. Et comme par hasard, c'est celui qu'on voit à l'avant, et derrière, c'était franchement, c'était un boulevard pour lui pour gagner à Lille. Ouais, le sprint, il n'y a pas vraiment photo, en fait. T'as l'impression que, après, derrière lui, c'est forcément des gens on va dire, à part Girmay, mais le reste, c'est un peu la catégorie en dessous. Girmay et Warren Scholl aussi. Ouais, Warren Scholl, mais après, je le mets peut-être pas dans la catégorie de Girmay, tu vois. Je mets Girmay quand même un peu au-dessus de lui, donc, mais derrière, t'as Paul Penwet, Anthony Turgis, tu vois, donc c'est des coureurs qui sont un cran en dessous, et on l'avait dit, hein, d'ailleurs, au passage, belle performance de Clément Russo, Paul Penwet et Anthony Turgis, 4, 6 et 7, je crois. Donc, c'est assez intéressant. Exactement. Mais ouais, franchement, le sprint, il n'y a pas grand-chose à dire. Et on l'avait assez bien dit dans le podcast, dans les avant-courses, si vous nous avez écouté. On parlait de Philipsen comme le plus complet. Et en fait, ça s'est vraiment joué là-dessus. Parce qu'on voit que Jonathan Milan a lâché, Tim Merlier assez rapidement également. Mais Philipsen, toujours bien placé. Et c'est lui en costaud, en fait. Et puis, le truc, c'est qu'il est toujours bien placé. Il a l'habitude. Et quand il n'a pas de concurrence, c'est difficile parce que Philipsen, il tient aussi la distance. C'est ça aussi, tu vois, c'est pas un sprinter aussi où quand tu lui mets un peu en difficulté sur quelques monts, il va souffrir. Lui, Philipsen, non, il passe et il sait tenir après. Quand tu vois que tu as quand même, pour lancer Philipsen, alors Van Der Poel, qui était déjà un lead-out terrible, qui n'est même plus le dernier lead-out de Philipsen, mais qui est l'avant-dernier, parce que le dernier à le lancer, c'est Caden Groves. Caden Groves qui a déjà remporté le classement par points de la Volta, qui est un excellent sprinter. Tu te dis que là, Philipsen, dans ces conditions-là, il est imbattable. Et je vais rappeler le classement de l'étape. En même temps, avec Philipsen qui s'est imposé devant Biniam Girmay, Soren Warren-Skjold, qui ont donc pris des bonifs 10, 6 et 4 à l'arrivée. Le top 10 complété par Anthony Turgis, Matteo Trentin de la Tudor, les deux Français de la Groupama FDJ, Clément Russo et Paul Penwet. Et puis derrière, Matteo Jorgensen, Marius Meyerhofer, ancien vainqueur de la Cadel Events Ocean Race Classic. Je pense que c'est dans cet ordre-là. Top 10 complété par Sam Watson de la Ineos. 10e, ils sont 33 à avoir terminé dans le temps du vainqueur. Ouais, et puis moi, ce qui m'a impressionné dans ce sprint aussi, c'est la capacité à un Paul Penwet d'être placé aussi, parce que moi, je suis presque un peu déçu de sa place, parce qu'au final, il méritait peut-être plus. Quand tu vois son sprint, il était plutôt bien placé. J'ai pas trop compris la stratégie. Je crois que c'est Clément Russo qui se décale tout à gauche pour partir à un moment donné dans le sprint. Oui. Enfin, j'ai pas trop compris, parce que si t'es là, aide ton sprinter. Enfin, je sais pas pourquoi t'attaques à ce moment-là, parce que faire le coup du kilomètre, c'est un peu tard. Tu vois, les équipes sont lancées. J'étais un peu perplexe, parce que bon, voilà, si c'est pour faire une place, ok, mais t'as quand même Paul Penwet avec toi, donc essaie de le mettre dans les meilleures dispositions. C'est peut-être le seul regret que j'ai côté tricolore en tout cas, et puis sur ce sprint.
Est-ce qu'il y a vraiment un leader pour le sprint à la Groupama FDJ? J'espère quand même. À l'époque où il y avait Oubouani ou Desmar. Oui, mais j'espère quand même. Tu vois, entre Clément Russo et Paul Penouet, alors j'aime beaucoup Clément Russo, mais je veux dire, j'espère quand même que Paul Penouet est mis dans le sens sprinter et puis surtout comme le leader des sprints pour la FDJ. Tu vois, Eva est d'accord. Voilà, entièrement d'accord. Clément Russo, Paul Penouet, voilà, le débat a été tranché par Eva. J'en profite pour FP faire le point sur les dégâts au général, parce que cette étape avec les bordures, ça fait pas mal de dégâts dans le classement général et parmi les leaders au sens large. Alors, on terminait dans le temps du vainqueur. Jorgensen, Pogacar, Vingegaard, Johannessen, Mas et O'Connor. Et à 49 secondes au général, donc à 39 secondes à l'arrivée, mais si je ne me trompe pas exactement, à 39 secondes à l'arrivée, mais donc à 49 secondes au général, donc ceux d'avant c'était à 10 secondes, ils sont à 10 secondes de Philipsen au général. À 49 secondes, il y a Skelmose, Almeida, Evenepoel, Carlos Rodriguez, Buitrago, Onley, Gall, Lipovitz, Roglic, Guillaume Martin, Geraint Thomas. À 5,28, Arensman, Rubio, Champoussin, Storer, Adam Yates. À 6,41, j'ai compté Simon Yates, vainqueur du Giro, qui est la garde rapprochée de Jonas Vingegaard. Parmi les déceptions du jour, il y a les lâchés, il y a Remco Evenepoel. Il a dit, le Belge, c'est une faute de l'équipe et j'en assume la responsabilité. Effectivement, pour moi, c'est une faute collective parce qu'en fait, c'est toujours pareil. La Quick-Step était bien placée toute la journée. Remco Evenepoel le dit, on est placé tout le temps et on a un moment où on oublie d'être placé et on prend la bordure. Malheureusement, c'est souvent comme ça que ça se passe. Et ça contribue à ce qu'on dit depuis longtemps, c'est que Remco Evenepoel n'a pas une bonne équipe autour de lui, en tout cas pour remporter un tour comme le Tour de France. C'est dommage parce que moi je pense qu'il y a une équipe comme Quick-Step, tu sais, c'est dans le genre d'étape ils auraient gagné du temps justement, et là où je suis un peu embêté, c'est que Remco Evenepoel il gâche ses chances de prendre le maillot jaune à Caen, tu sais, dans ma grande théorie, et comme beaucoup ont fait, de dire bah oui, c'est tout pour Remco parce qu'il y a le contre-la-montre à Caen qui arrive bientôt, c'est 33 km pour prendre de l'avance, là il va falloir récupérer 40 secondes sur Vingegaard et Pogacar. Ça va pas être simple. Parce que là, on a 39 secondes d'écart aujourd'hui. Il y a Boulogne-sur-Mer dimanche qui arrive, là, demain. Et dans quelques heures, ça dépend quand vous écoutez ce podcast. Et Boulogne-sur-Mer, il peut encore prendre des secondes de bonif par Pogacar à l'arrivée. Donc l'écart va s'accroître. Et c'est vrai que la théorie du maillot jaune après le contre-la-montre d'Evenepoel a pris un énorme plomb dans l'aile aujourd'hui. Et ce qui est terrible, c'est qu'il y en a eu des marqueurs dans le passé, mais quand on parle de marqueurs pour estimer le déclassement de la Soudal Quick-Step, on l'a, parce que généralement dans ces étapes-là, ils se faisaient jamais avoir. Et là, ils se sont fait avoir bien comme des bleus, comme la couleur du maillot de la Soudal Quick-Step. Donc voilà, Evenepoel, 39 secondes au général. Après, il y a aussi, il y a pas que lui, il y a aussi Roglic et Lipovitz aussi. Hein. Les Red Bull Boransgro, exactement, avec leurs deux leaders, leurs deux cartes. Et là, c'était un vrai énorme raté pour les deux aussi. Maintenant, est-ce qu'ils ont mis toutes les forces possibles pour revenir sur le groupe de devant? Est-ce que, tu vois, par exemple, il ne fallait pas sacrifier les sprinters, tu vois, sacrifier un Merlier, par exemple, pour rouler à l'avant? Tu parles là pour qui? Pour Evenepoel? Pour la poursuite de la Soudal Quick-Step et dans ce groupe, tu vois. Ouais, peut-être. Est-ce qu'ils ont réellement grillé toutes leurs cartouches pour tenter de revenir à l'avant? Ça, je sais pas. C'est vrai que c'est. Mais oui. Après, moi, les bordures, c'est toujours difficile aussi à rattraper parce que le rythme de course, il est exacerbé encore plus à la fin sur une étape comme ça qui était un peu plus difficile que prévu avec le vent, donc t'as l'impression aussi que les coureurs étaient beaucoup plus fatigués. Ça me fait beaucoup penser aussi c'était au Tour de France le dernier où il y a eu pas mal de cassures aussi, où il y a 2 ans je sais plus, non c'était l'an passé, où il y a eu pas mal de coureurs aussi lâchés dès la première étape. On se disait toujours c'est la première étape, ça va aller. En fin de compte non, en fait les coureurs sont quand même pris tout de suite par la vitesse, par les cassures, par une montée plus sèche que prévu, et en fait c'est là où tu te rends compte que le Tour de France est une course à part. C'est qu'en fait n'importe quelle étape, en fait un peu de vent, un rythme un peu plus élevé que prévu, en fait ça te foudroie un peu des gros leaders que tu pensais justement être tranquillement au chaud dans le peloton, et c'est là où c'est toujours la magie du Tour de France, et c'est ça qui fait que c'était une grande course par rapport aux autres grands tours, aux tours qu'on voit aussi au fur et à mesure de la saison. Est-ce que c'était pas il y a 2 ans avec le départ de Copenhague, parce que l'année dernière, départ d'Italie avec le maillot jaune de Bardet dès la première étape, et c'était plus vallonné. Maintenant, oui, cette tension de départ de Tour de France, là, on l'a vraiment vu aujourd'hui avec le vent. Tout le monde en a parlé, et c'était visible avec la prise d'échappée qui était
rendu difficile parce que tout le monde voulait être placé, donc l'échappée prenait pas beaucoup de temps. On va revenir sur l'un des faits du jour. FP, c'est la chute en haut du Mont Cassel de Benjamin Thomas et de Matteo Vercher, avec Thomas qui jette le vélo sur les pavés du Mont Cassel pour prendre un point, parce qu'il n'y en a pas 5 comme avant, au sommet du 4e catégorie, il y en a un maintenant. On en a parlé dans le débat sur le podcast Maillot à poids avant le Tour de France. Il a pris le point de la montagne, et derrière, le vélo qui se dérobe, la chute, il emmène Vercher. Plus de peur que de mal. On va vous mettre la petite déclat là, dans quelques secondes de Vercher qu'on a récupéré auprès de l'équipe Total Énergie, qui dit bon allez, vous inquiétez pas, ça ira. Oui, bon après, c'est le jeu, mais c'est vrai que Benjamin Thomas, il fait un tacle en fait avec son vélo sur Matteo Vercher, le pauvre, qui sprint magnifique aussi. tacle. Hein. Ah ouais, il y a faute là, hein. Clairement. Non, c'était heureusement plus peur que de mal. Moi, je tiens à noter aussi, que voilà, ils ont été aussi, comment ils ont fait une première échappée, ils sont retournés aussi à l'avant, donc ils ont été vraiment têtus dans ce sens-là, obstinés, voilà, c'était le meilleur mot, pour être dans l'échappée. Donc ça, c'était intéressant de la part des Français, en tout cas de Matteo Vercher et de Benjamin Thomas. À signaler aussi quand même l'abandon de Filippo Ganna et Stéphane Bisseguer aussi, après traumatisme crânien. Oui. Moi, il y a quand même des questions à se poser sur ça, parce que, alors évidemment, c'est dans tous les sports, rugby, foot, j'en passe. À quel point tu laisses repartir ou pas, parce mais on a déjà fait des débats sur ça. Mais traumatisme crânien ou pas, tu sais là, visiblement traumatisme crânien, en tout cas suspicion de la part des médecins d'ASO. Tu vois, ils abandonnent peu de temps après. Alors, tant mieux que tout soit bien passé, mais c'est vrai que voilà, c'est des moments, est-ce que tu dis pas protocole commotion, c'est désolé, mais tu vois, tu sors quoi. Je veux dire, tu vois, dans ces moments-là, pour Ganna et ils sont repartis. Ils ont chuté. Ils sont repartis. Oui, c'est ça, mais tu vois, est-ce qu'il faudrait pas leur dire stop dès le début, tu vois, en disant voilà, on a vu la chute, je sais pas, t'as du mal, t'arrives pas à reprendre tes esprits, alors soit tu te poses beaucoup plus longtemps et tu perds beaucoup de temps, mais en étant classé par exemple, je sais pas, ou alors tu dis abandon obligatoire, tu vois, je sais pas, mais en tout cas il y a quelque chose à faire quand même là-dessus, parce que là il remonte sur le vélo très peu de temps après. On en revient au débat qu'on avait eu, alors c'était après la chute, rappelle-moi, c'est la chute d'Elisa Longo-Borghini sur le Tour des Flandres. Oui, possible, oui, tout à fait. On en avait parlé à l'époque de Romain Bardet aussi sur le Tour de France, si jamais. Oui, exactement. Mais je me souviens qu'on a eu un débat assez animé en début de saison avec la chute de Longo-Borghini au Tour des Flandres, où on parlait justement de ces protocoles commotion qui n'étaient pas assez sévères. Enfin, tu vois, les gars, ils arrivent à repartir. Je crois que Ganna, il se met dans le dur pour revenir sur le peloton, et après, il abandonne. Franchement... moi, on va pas refaire le débat aujourd'hui, mais c'est... Je suis aussi interrogé par cette capacité, ou en tout cas cette capacité, à tout de suite remonter sur le vélo. Ça, c'est l'habitude des cyclistes. Mais 2, l'équipe médicale, il faut le stopper tout de suite. En fait, c'est comme en rugby, il faudrait qu'il y ait un médecin réellement indépendant qui tranche dans le vif du sujet. Médecin indépendant qu'il y a sur la route du Tour, mais... il va falloir que le cyclisme renforce son protocole sur ça, parce qu'on va courir à des drames. Tu peux, je sais pas, avec ta commotion, tu as forcément des réflexes en moins, tu reviens dans le peloton comme a fait Ganna, imagine tu as une autre chute, tu peux embarquer d'autres gars parce que tu n'as pas les mêmes réflexes. Voilà, on va pas refaire le débat, mais cette journée a été difficile, et une journée difficile aussi pour Lenny Martinez qui a terminé l'étape. Alors Lenny Martinez qui était lâché à la pédale toute la journée, plusieurs fois, et qui a terminé dernier l'étape à 9 minutes 11. Les délais étaient fixés à 23 minutes 19. Alors moi, il y a 2 choses sur Lenny Martinez. Alors au moins, on a bien compris qu'il jouerait pas le général. Ça m'a rassuré. Oui. Ça c'est sûr par rapport à ce qu'il a dit. Il est 182e. Voilà. Non, c'est bon. Deuxièmement, ça fait quand même 2 fois en 2 ans. Alors encore une fois, c'est pas pour dire de tirer la sonnette d'alarme, mais il y a quand même quelque chose qui m'inquiète chez ce jeune coureur, c'est que alors l'année dernière, le Tour de France, la FDJ l'a un peu envoyé au front parce qu'il allait partir. Il voulait absolument qu'il aille sur le Tour de France. Il n'était pas prêt. Mais il a pris quand même beaucoup de tirs aussi sur le Tour de France l'année dernière par rapport à son niveau. Là, il est chez Bahreïn. A priori, la préparation était bonne. Il n'y a pas eu de soucis particuliers. Il y a eu ça des moments moins bien, mais pas des moments catastrophiques. Là, écoute, ça fait quand même beaucoup. Alors, est-ce que à terme, Lenny Martinez sera ce coureur qui sera pas pour le général jamais, mais qui sera là pour remporter des maillots, des étapes? Et moi, ça me pose aucun souci. Au contraire, je veux dire, c'est bien d'avoir des coureurs offensifs à la Romain Bardet, tu vois, etc. Mais s'il veut vraiment jouer le général un jour, il va falloir qu'il montre aussi sur une semaine quelque part dans des grosses compétitions. Je parle pas forcément de Tour de Romandie, j'exclus ces Tours de Catalogne, etc. Pour moi, le Dauphiné fait partie des grosses, Paris-Nice, Tirreno, Tour de Suisse à la limite, allez, mais bon, pas cette année. Mais tu vois, des grosses courses comme ça, ou un Giro, une Vuelta, un Tour de France, pour l'instant, il ne l'a pas prouvé,
Alors oui, il est jeune, tout ça, mais attention, moi je trouve que ça fait beaucoup de fois où il prend des tirs énormes et sur des étapes un peu lambda. Donc est-ce qu'il a du mal à supporter la chaleur? Est-ce qu'il préfère la pluie comme Pinot? Enfin, je sais pas. Il y a un truc quand même à voir. Hein. Les étapes Mikel, lambda, du coup. Non, il va falloir qu'il prenne de la force parce que là, il est lâché sur le plat, à la régulière, par un peloton lancé à vive allure. Lenny Martinez, c'est un gabarit de grimpeur maintenant. Lenny Martinez, on place beaucoup d'espoir en lui parce qu'on voit de vraies aptitudes en contre-la-montre quand même. Chose pour un grimpeur français qui n'a pas été vu depuis pas mal de temps, jusqu'à temps que Paul Sexas arrive. Mais les grimpeurs capables de performer en contre-la-montre, on l'a rarement vu, même chez les jeunes. Lenny Martinez l'a fait, il l'a refait un peu chez les seniors aussi, à un niveau moindre en contre-la-montre parce que c'est un niveau au-dessus. Mais Lenny Martinez lui-même te dit avant le Tour de France, je ne joue pas le général parce que pour moi je me suis rendu compte que ça allait trop vite. Je rejoins sur ce que tu dis, ça interroge. Ouais, je suis d'accord. En revanche, mention spéciale pour Kevin Vauquelin, pour une belle transition, pour avoir du positif dans ce podcast. Mais dites-nous en tout cas ce que vous pensez de Lenny Martinez aussi dans les commentaires. N'hésitez pas, nous on regarde ça, on débat ensemble, il n'y a pas de problème. Mais moi, point positif, en revanche, Kevin Vauquelin avec les meilleurs et qui est présent. Et on sait que c'est voilà. Alors certes, c'est pas le meilleur grimpeur du monde, Kevin Vauquelin, mais c'est un très bon coursier, comme on dit. Ouais, Kevin Vauquelin qui est 16e du général dans le temps, et bien forcément du vainqueur du jour, qui est donc Jasper Philipsen. Kevin Vauquelin 16e devant Pogacar, je crois, Guillaume. On peut dire stop the count ou pas? On stop the count, exactement. Vauquelin devant Touzé, Damien Touzé et Tadej Pogacar au général. On arrête là. Ah voilà, on peut arrêter là, je pense. Et Pogacar qui est donc 18e avec Vingegaard 20e. Voilà pour le point sur les deux favoris. FP, je crois qu'on a fait le tour de l'étape du jour. On a donné un peu l'état des leaders après cette première étape. Parler un petit peu des abandons du jour avec l'image de Stéphane Bisseguer qui prend une chaise d'un spectateur pour s'asseoir en abandonnant, ça aussi. Bon, avec les dégâts de la chute malheureusement, mais ça fait un petit peu sourire parce que voilà, tu te dis, tu vois rarement des gars abandonner, prendre les chaises des spectateurs pour s'asseoir. Mais une première étape qui était donc nerveuse. FP, les maillots distinctifs, si, on va en parler. Philipsen, maillot vert, 63 points devant Biniam Girmay, 45 points. Anthony Turgis, 3e, 29 points. Paul Pénoët, 4e, 21 points. Jonathan Milan, 5e, 20 points. Bah ouais, Jonathan Milan, il avait quand même remporté le sprint intermédiaire, c'est ça si je ne me trompe pas, il l'a remporté, oui c'est lui qui l'avait. Oui, devant Brian Cocard. Exactement, voilà, Milan, Cocard, Girmay, Philipsen, Turgis, 1, 2, 3, 4, 5. Le point aussi pour regarder où est Tim Merlier. Tim Merlier qui avait choisi de ne pas faire le sprint intermédiaire, mais du coup il s'est fait lâcher, donc il n'y a que 3 points. Classement du maillot vert, je ne vais pas dire qu'il est déjà joué, mais quand tu vois que Philipsen a déjà fait un gros écart sur cette première étape, il n'y a pas beaucoup de sprint massif. Ça sera à suivre. Le classement de la montagne, Benjamin Thomas, maillot à poids pour la deuxième étape, donc vers Boulogne-sur-Mer, 2 points devant Jonas Vingegaard qui est passé en tête de la troisième et dernière côte de la journée. Benjamin Thomas, il a bien fait de battre Verchet sur la ligne parce que je pense que si c'était Thomas 1 point, Verchet 1 point, Vingegaard 1 point, c'était le classement de l'étape qui différenciait tout le monde, et comme c'était que des quatrièmes catégories aujourd'hui, et donc ça devait être Jonas Vingegaard qui était maillot à poids, meilleur jeune du jour. C'est Girmay, maillot blanc, Girmay devant Warren Skjold. Et d'ailleurs, classement du maillot blanc, Kevin Vauquelin 6e avec 45-6. Ça fait 39 secondes d'avance sur les autres, notamment Evenepoel. Voilà, et la meilleure équipe du jour, la Tudor, meilleure équipe, tiens, au classement, devant la Groupama FDJ, l'Alpecin. De Koenig, voilà, on a fait le tour des classements. FP, la deuxième étape de demain, vers Boulogne-sur-Mer. Attention, au final accidenté, avec plusieurs côtes. Dans le final, une côte de quatrième catégorie, une autre de troisième catégorie dans les 20 derniers kilomètres. On va être même dans les 10 derniers kilomètres. On va passer par Outreau. On va, pour ceux qui ont la référence, Outreau, voilà, lieu célèbre de l'histoire de France. Et ensuite l'arrivée à Boulogne-sur-Mer. Mais Boulogne-sur-Mer, pour ceux qui connaissent un petit peu, c'est vrai que c'est pas tout plat. Et au final, on va arriver avec un final punchy. Oui, que le spectacle commence, j'ai envie de dire, parce qu'en fait, on s'attendait pas à voir le spectacle dès aujourd'hui. J'espère qu'ils ne l'ont pas enlevé aujourd'hui pour demain, mais je pense que demain, vu le profil, on va forcément avoir du mouvement, des très belles étoiles d'échappée, et puis je compte sur nos petits Français, en tout cas notamment un Kevin Vauquelin. Allez, je mettrai une petite pièce sur notre Kevin Vauquelin national, parce que c'est une étape qu'il a dû cocher, et je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose, en tout cas, en partant avec quelques coureurs.
Et après, est-ce qu'il y aura encore un peu de vent à voir est-ce que Evenepoel va vouloir maintenant attaquer pour reprendre du temps là aussi? Oui, c'est clair, ça va être intéressant à voir. Franchement, il y aura du mouvement, et puis on sait que Pogacar et Vingegaard ne sont pas à avoir d'efforts non plus sur des petits coups d'échappée. Donc non, franchement, je pense que soit au niveau du général ou au niveau de l'étape, il y a moyen d'avoir de belles choses. Vauquelin pour toi, moi je vais quand même mettre Tadej Pogacar parce qu'il est en route pour faire le Grand Chelem maillot jaune, vert et à poids. Et puis on se retrouve demain, FP. Pour le débrief de cette deuxième étape du Tour de France, un podcast par jour, tous les jours pendant le Tour de France. Alors on ne sera pas nous tous les deux là tous les jours, on va faire tourner l'effectif. Voilà, on va faire tourner l'effectif. Et il y aura notamment de nouvelles voix qui vont arriver dans Vélo Podcast. On vous laisse la petite surprise pour les prochains jours. En attendant, FP, on rappelle les plateformes où on est: Apple Podcast, Deezer, Spotify, la chaîne YouTube de Vélo Podcast, ainsi que les réseaux sociaux, avec notamment X, Instagram, Facebook. FP, let's go, c'est parti le Tour de France. On se retrouve demain pour la deuxième étape. On se retrouve demain à Boulogne-sur-Mer. Allez, ciao à tous. Ciao, ciao.